Je m'appelle Ingrid. J'ai 30 ans. Et il y a 3 semaines, mes propres parents ont organisé une fête pour mon anniversaire, dans le seul but de me renier publiquement, devant toute notre famille. 53 proches, des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, étaient réunis dans une salle privée, du meilleur restaurant de la ville. Je suis entré en pensant qu'il s'agissait d'une fête surprise. Je suis ressorti enfin, j'y viendrai. Mais voici ce que mes parents ignoraient, ils n'étaient pas les seuls à avoir un plan, ce soir-là. Et la femme assise dans le coin, cette tante qu'ils avaient effacée de la famille il y a 20 ans, elle attendait ce moment précis. Avant de vous ramener à cette soirée, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. J'aimerais aussi savoir d'où vous nous regardez. Indiquez votre ville et leur local dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener 4 semaines en arrière, à l'appel téléphonique par lequel tout a commencé. J'avais les mains plongées dans l'argile humide, quand mon téléphone a vibré. Mon studio sentait la terre et le café, et j'ai failli ne pas répondre. Puis, j'ai vu le nom sur l'écran. Maman. Ma mère n'appelait jamais. Elle envoyait des SMS courts, secs, qui ressemblaient à des ordres. Alors, quand son nom a illuminé mon téléphone, mon estomac s'est serré. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et j'ai décroché. Ingrid. Sa voix était mielleuse, sucrée, presque chaleureuse. C'était le premier signal d'alerte. J'espère que je n'interromps pas ton petit passe-temps. Je travaille, maman. Qu'est-ce qui se passe? Ton père et moi avons discuté. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter. Il est temps que la famille se réunisse, pour ton 30e anniversaire. J'ai failli lâcher le téléphone. En 30 ans, ma mère n'avait jamais une seule fois qualifié mon anniversaire de spécial. La plupart du temps, elle l'oubliait complètement. Pour mes 25 ans, j'étais resté près du téléphone toute la journée, personne n'avait appelé. Ni elle, ni papa, ni Meredith. Un dîner de famille, me suis-je entendu dire. Pour mon anniversaire? Toute la famille veut te voir. Son ton s'est durci, juste un peu. Ne sois pas en retard. Samedi, 19h. Au Sterling. Le Sterling. Le restaurant le plus cher de la ville. L'endroit où mes parents avaient annoncé l'acceptation de Meredith en école de médecine. L'endroit où ils célébraient tout ce qui comptait pour eux. Je serai là, j'ai répondu. Bien. Clic. Je suis resté dans mon studio, le téléphone encore pressé contre l'oreille, écoutant le silence. Mes mains tremblaient, laissant des traces de terre sur l'écran. Quelque chose ne tournait pas rond. Mais l'espoir, cette chose traîtresse et têtue, chuchotait au fond de mon esprit, peut-être qu'ils ont changé. Peut-être que cette fois, ce sera différent. J'aurais dû écouter mon instinct. 2 jours plus tard, Meredith a débarqué à mon studio. Elle ne venait jamais. Pas une seule fois en 3 ans, depuis que j'avais ouvert cet endroit. Mais elle était là, debout dans l'entrée, dans sa blouse blanche immaculée, regardant autour d'elle comme si elle avait atterri dans un pays étranger. C'est mignon, ici, dit-elle. Ce n'était pas un compliment. Qu'est-ce que tu veux, Meredith? Elle a ramassé un vase en céramique, l'a retourné, puis l'a reposé négligemment. J'ai réfléchi à la maison de grand-mère. Voilà. La véritable raison. La maison de plage n'est pas à vendre, Meredith. Elle reste là, inutile, Ingrid. Elle m'a enfin regardé, les yeux vides. Alors que ma clinique croule sous les dettes. Grand-mère me l'a laissée. C'était sa décision. La mâchoire de Meredith s'est crispée. Grand-mère est morte. Elle n'a pas besoin d'une maison de plage. Mais moi, j'ai besoin de capital. La famille a besoin de cet argent. J'ai posé mon outil de sculpture. Doucement. Cette maison, c'est là que grand-mère m'a appris à fabriquer mon premier pot. Ce n'est pas juste un bien immobilier pour moi. Mon Dieu, tu es tellement sentimental. Elle a levé les yeux au ciel. C'est exactement pour ça que maman et papa, elle s'est arrêtée net. Pourquoi maman et papa quoi? Elle a souri. Ce sourire parfait, entraîné, qu'elle utilisait avec ses patients. Rien. Oublie ça. Tu devrais venir au dîner samedi.
Maman a des projets. Le mot est resté suspendu entre nous. Des projets, ai-je répété. Elle marchait déjà vers la porte. On se voit là-bas, Serette. Porte quelque chose de joli. Toute la famille nous regardera. La porte s'est refermée derrière elle. Je suis resté figé au milieu de mes tours de potier et de mes pièces inachevées, ces mots résonnant dans ma tête. Toute la famille nous regardera. Des projets. Dans quoi m'étais-je embarqué pour cette soirée? Je n'arrivais pas à dormir. Je ne cessais de penser à la maison de plage, à grand-mère. Elle s'appelait Rosemary. Rosemary Harmon, et elle était la seule personne, dans ma famille, qui m'ait jamais fait sentir que j'avais de la valeur. J'avais 15 ans, le premier été où elle m'a emmené dans cette maison. Mes parents m'avaient envoyé là-bas, trop difficile, disait-il, a besoin de discipline. Je suis arrivé en colère, maussade, prête à tout détester. Mais grand-mère n'a pas essayé de me réparer. Elle m'a simplement tendu un bloc d'argile. Tes mains craies, Ingrid. Elle guidait mes doigts sur le tour de potier, sa voix douce couvrant le bruit de l'océan, dehors. C'est un don que ta mère ne comprendra jamais. C'était la première fois que quelqu'un qualifiait une partie de moi de don. Pas un problème, pas une déception, mais un don. Chaque été après celui-là, j'y suis retourné. Nous faisions de la poterie ensemble, nous marchions sur la plage au lever du soleil, nous parlions de tout et de rien. Elle est venue à ma première exposition quand j'avais 22 ans, le seul membre de la famille à s'être déplacé. Elle était assise au premier rang, les larmes aux yeux, applaudissant si fort que ses mains étaient devenues rouges. Il y a 6 mois, elle est morte dans son sommeil. Paisiblement, ont-ils dit, comme si elle avait simplement décidé qu'il était temps. Elle m'a laissé la maison de plage et une petite boîte en bois que je n'avais pas encore été capable d'ouvrir. La nuit avant le dîner, j'ai enfin compris ce que j'avais perdu à sa mort. Ce n'était pas seulement elle. C'était ma seule preuve que j'étais digne d'être aimé, mon seul témoin. Sans grand-mère, je n'avais plus personne dans cette famille qui me voyait. Pas vraiment. Enfin, c'est ce que je pensais. J'ignorais totalement que quelqu'un d'autre m'observait depuis le début. La pression a commencé 3 jours avant le dîner. D'abord, de façon subtile. Un SMS de ma cousine Emma, et « J'ai entendu dire que tu allais peut-être vendre la maison de plage. C'est tellement généreux de ta part. » Je ne vendais rien du tout. Qui lui avait dit ça? Ensuite, papa a appelé. Sa voix était de glace. Ta mère est très contrariée, Ingrid. J'ai serré le téléphone plus fort. À quel sujet? La maison. Tu sais très bien à quel sujet. Il a soupiré. Ce long soupir de déception que j'avais entendu toute ma vie. Nous t'avons tout donné. Nous avons soutenu tes activités artistiques, même quand elles nous gênaient. Et maintenant que la famille a besoin de toi, tu refuses d'aider. Grand-mère me l'a laissé, papa, dans son testament. C'était son choix. Les testaments peuvent être contestés. Sa voix est devenue basse, froide et délibérée. La loyauté envers la famille ne devrait pas l'être. La menace est restée suspendue dans l'air. J'ai senti ma poitrine se serrer. Est-ce que j'étais égoïste? La question me hantait depuis des semaines. La clinique de Meredith était en difficulté, je le savais. Mes parents avaient investi des sommes folles dans ses études, dans sa carrière, et j'étais là, assise sur une propriété valant plus d'1 million de dollars. Mais chaque fois que j'envisageais de céder, j'entendais la voix de grand-mère, promets-moi, ma chérie. Ne les laisse jamais te rabaisser. Si tu te souciais vraiment de cette famille, a continué papa, tu ferais ce qu'il faut. Viens au dîner. Nous en discuterons comme des adultes. Et si je n'accepte pas de vendre? Silence. Alors je suppose que nous saurons où se situent tes priorités. Il a raccroché. Je suis resté assise dans le noir pendant longtemps ce soir-là, à faire les calculs. Si je vendais la maison, je perdais le dernier morceau d'elle. Si je la gardais, je les perdais, eux. Mais quelque part, au fond de moi, une voix a chuchoté, les as-tu jamais vraiment eus? Le soir avant le dîner, j'ai sorti la robe. C'était de la soie bleue sarcelle, longue jusqu'au sol, avec de délicates perles argentées le long du décolleté. Grand-mère me l'avait offerte pour mes 21 ans.
Pour quand tu auras besoin de te sentir puissante, avait-elle dit. Je ne l'avais pas porté depuis ses funérailles. Je l'ai posé sur mon lit et je l'ai fixé, essayant de me convaincre que demain se passerait bien. Que mes parents voulaient sincèrement me célébrer. Que le commentaire de Meredith sur les projets ne signifiait rien. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message était court, n'y va pas demain. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon cœur s'est arrêté. J'ai répondu, qui est-ce? 3 points sont apparus, puis plus rien. Quand j'ai essayé d'appeler, le numéro était déjà déconnecté. Je me suis assise sur le bord du lit, le téléphone à la main, le pouce accélérant. Une blague? Un mauvais numéro? Ou autre chose? Mes yeux ont dérivé vers la boîte en bois sur ma table de nuit. La boîte de grand-mère, celle que j'avais eu trop peur d'ouvrir. Lentement, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, pliée avec soin, et en dessous, une vieille photographie. 2 jeunes femmes, bras dessus bras dessous, riant aux éclats. L'une était clairement ma mère, des décennies plus jeune. L'autre, je ne la reconnaissais pas. J'ai déplié la lettre. L'écriture de grand-mère. Tremblante mais lisible. Ma très chère Ingrid. Je n'ai pas pu la lire. Pas encore. Si je la lisais ce soir, je perdrais le peu de courage qu'il me restait. J'avais besoin de croire, juste pour un jour de plus, que mes parents pourraient réellement m'aimer. J'ai glissé la lettre dans mon sac à main, juste au cas où. Puis j'ai suspendu la robe à ma porte et j'ai essayé de dormir. Demain, tout allait changer. Je ne savais juste pas à quel point. Le Sterling avait un autre visage, la nuit. Des lustres en cristal, des nappes blanches, ce genre de silence qui coûte cher. Je n'étais venu ici que 2 fois auparavant, les 2 fois pour Meredith. L'hôtesse a souri quand j'ai donné mon nom. Ah, oui, la réception Spencer. Par ici, je vous prie. Elle m'a conduite dans un couloir bordé de peinture à l'huile, a dépassé la salle principale, et a ouvert une paire de lourdes portes en chêne. Votre salle privée, dit-elle. Elle les a ouvertes. 53 visages se sont tournés vers moi. Je suis resté figé sur le seuil. Des oncles, des tantes, des cousins que je n'avais pas vus depuis l'enfance. Des grands-tantes dont j'avais oublié l'existence. Des cousins au second degré dont j'étais incapable de dire le nom. Ils remplissaient une immense table en nu qui dominait la pièce. Tous étaient sur leur 31. Tous me fixaient. Mon cœur martelait ma poitrine. C'était une fête surprise. Ça devait l'être. Tous ces gens réunis pour moi. Mais il n'y avait pas de ballon, pas de guirlande, pas de gâteau. Personne n'a crié joyeux anniversaire. Juste du silence et des regards. J'ai repéré mes parents au bout de la table. Maman portait des perles. Papa arborait son visage de chirurgien. Neutre, clinique. Meredith était assise à côté d'eux, incapable de croiser mon regard. Et au centre faisant directement face à l'entrée, il y avait une seule chaise vide pour moi. Je me suis avancé lentement, mes talons claquant sur le marbre, sentant chaque regard comme un poids physique. La pièce était trop calme, trop figée, comme une salle d'audience avant le verdict. Un pied de micro se tenait en bout de table, à côté du siège de mon père. C'est là que je l'ai remarqué. Une femme dans le coin opposé, les cheveux striés de gris, m'observant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle me semblait familière d'une certaine manière, et elle paraissait inquiète. Ma mère souriait, ce sourire qu'elle portait quand elle était sur le point de gagner. Ingrid. Elle a désigné la chaise vide. Assieds-toi. Nous t'attendions. Je m'étais à peine assise que mon père s'est levé. Il a pris un verre de champagne et une cuillère en argent. Tigne, tigne, tigne. La salle est devenue silencieuse, bien qu'elle le fût déjà. Tous les regards se sont déplacés de moi vers lui. Merci à tous d'être venus ce soir. Sa voix portait comme s'il s'adressait à un amphithéâtre de chirurgie. Nous nous sommes réunis pour une affaire de famille, pas pour célébrer Ingrid. Pas pour l'anniversaire de ma fille. Une affaire de famille. Mon estomac s'est changé en glace. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a-t-il poursuivi, notre fille Ingrid a fait des choix qui nous ont inquiétés.
Elle a abandonné ses études. Elle a refusé de poursuivre une carrière respectable. Elle a vécu d'une manière qui ne reflète pas les valeurs de notre famille. Des murmures ont parcouru la salle. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, j'ai toujours su qu'elle poserait problème. Les yeux de mon père ont trouvé les miens. Froid. Définitif. Victoria et moi avons tout essayé. La patience, le soutien, les conseils, mais Ingrid refuse de changer. Elle refuse d'honorer sa famille. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. La performance de sa vie. Par conséquent, a dit mon père, à compter de ce soir, nous faisons une annonce formelle. Il a fait une pause. La salle a retenu son souffle. Ingrid Spencer n'est plus membre de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Des exclamations ont éclaté dans la foule. La cousine Linda a couvert sa bouche. L'oncle George a secoué la tête lentement. Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver, a chuchoté quelqu'un. Ma mère s'est levée, lissant sa jupe. Nous lui avons donné toutes les chances, sa voix tremblait d'un chagrin répété. Elle a choisi la honte plutôt que la famille. Je ne pouvais pas bouger, pas respirer. 53 paires d'yeux me brûlaient, et j'avais à nouveau 15 ans, debout dans le salon de mes parents, m'entendant dire que j'étais trop difficile ou pour qu'on me garde. Puis ma mère a fouillé dans son sac et a sorti une feuille de papier pliée. Le papier a atterri devant moi avec un bruit sourd. Signe ça, a dit ma mère. Et nous te laisserons partir avec ta dignité intacte. J'ai baissé les yeux, les mots étaient flous, puis sont devenus nets. Un en-tête juridique, des paragraphes en petits caractères, et tout en bas, une ligne de signature avec mon nom dactylographié en dessous. Renonciation volontaire au droit de succession. La maison de plage. C'était pour la maison de plage. Tout avait toujours été pour la maison de plage. Tout s'est mis en place. L'invitation surprise, l'affaire de famille, les 53 témoins rassemblés dans leurs plus beaux habits. Ils n'avaient pas réuni tout le monde pour me renier. Ils avaient réuni tout le monde pour me forcer, par la pression, à céder la maison de grand-mère. Le reniement n'était qu'un levier, une mise en scène destinée à me briser. Vous avez planifié ça, j'ai soufflé. Nous avons planifié une intervention, a corrigé ma mère avec douceur. Pour ton propre bien. J'ai repéré un homme en costume gris près de la porte. Monsieur Thornton, l'avocat de la famille. Il tenait déjà un sceau de notaire, prêt à tout officialiser. Ma mère s'est penchée plus près, son parfum m'étouffait. 53 témoins, Ingrid. L'avocat de ta grand-mère ne pourra pas contester un tel consensus familial. Elle a tapoté le papier d'un ongle manucuré. Signe. Pars tranquillement. Ce n'est pas nécessaire que ce soit plus difficile que ça ne l'est déjà. La salle attendait. Je les sentais m'observer, certains avec pitié, d'autres avec mépris, certains avec cette curiosité morbide qu'on a devant un accident de voiture. Mes mains tremblaient. Ma vision se brouillait. Ils avaient transformé mon 30e anniversaire en tribunal, et j'étais déjà condamné. Mais quelque part, sous la panique, quelque chose d'autre a remué. Quelque chose de plus dur. J'ai pensé à la lettre de grand-mère, encore pliée dans mon sac. J'ai pensé à la femme dans le coin qui me regardait. Ma mère a poussé un stylo vers moi. Signe, dit-elle. Maintenant. J'ai pris le stylo. Je sais qu'en ce moment, vous êtes probablement aussi en colère que je l'étais à cet instant précis. Le stylo à la main, 53 personnes qui m'observent, les yeux de ma propre mère me transperçant comme si j'étais un problème à résoudre. Si vous avez déjà été traité comme un outil, et non comme une personne, par votre propre famille, tapez « Je comprends » dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, laissez un j'aime pour que je sache que vous êtes toujours là avec moi. Maintenant, retournons à ce restaurant. Le stylo flottait au-dessus du papier. Ma main refusait de bouger. Signe, commandaient les yeux de ma mère. Terminant. Mais quelque chose m'a poussé à lever les yeux. Pas vers elle, pas vers mon père. Vers la salle. 53 visages me fixaient. La plupart, je les connaissais à peine. Des parents éloignés qui apparaissaient aux enterrements et aux mariages, qui échangeaient des cartes de Noël que nous ne lisions jamais. Ils avaient été convoqués ici comme témoins, comme armes.
Et puis je l'ai vue de nouveau, la femme dans le coin. Ses cheveux gris étaient simplement tirés en arrière, elle portait une robe noire sobre qui ne cherchait à impressionner personne. Elle était assise à l'écart, près du fond, à moitié cachée par un palmier en pot. Elle ne me regardait pas avec mépris ou pitié comme les autres. Elle me regardait comme si elle essayait de m'envoyer un message. Reste calme. Attends. J'ai remarqué ses mains posées sur un sac en cuir sur ses genoux. Un sac qui paraissait plus plein qu'il ne devrait l'être. Bourré de quelque chose. Des papiers, peut-être? Ou toute autre chose. Ma mère a remarqué que je fixais le coin. Sa tête s'est tournée brusquement et, pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la peur. Ce n'a duré qu'un instant, vite lissé par son contrôle habituel. Mais je l'ai vu. Ingrid. La voix de ma mère était de glace. Concentre-toi. Signe le papier. Qui était cette femme? Pourquoi ma mère, qui ne craignait rien ni personne, la regardait-elle ainsi? Et pourquoi son visage me semblait-il si familier? Comme si je regardais une vieille photo que je n'arrivais pas à situer. Ingrid. La voix de mon père, cette fois, était impatiente. Nous attendons tous. J'ai posé le stylo. Je n'ai pas signé. Pas encore. Puis-je avoir un moment, j'ai dit. Pour me recueillir. Le sourire de ma mère s'est crispé. Bien sûr, ma chérie. Mais ses yeux n'ont pas quitté la femme dans le coin. La pièce m'étouffait. Les chuchotements, les regards, le poids de 53 jugements. Mais dans le chaos, j'ai entendu une autre voix, douce, familière, parlant depuis un coin reculé de ma mémoire. Ne les laisse jamais te rabaisser, ma chérie. Et s'ils essaient, tu as tout ce qu'il te faut. Grand-mère m'avait dit ça la dernière fois que je l'avais vue, 2 semaines avant sa mort. Elle m'avait tenu les mains, les siennes étaient si minces alors, si fragiles, et m'avait regardé avec des yeux qui brûlaient encore d'un vif éclat. Je t'ai laissé plus qu'une maison, Ingrid. Sa voix n'était qu'un murmure, mais un murmure farouche. Je t'ai laissé la vérité. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire. Pas à l'époque. Mais je commençais à comprendre maintenant. Sous la table, ma main a glissé dans mon sac. Mes doigts ont trouvé le bord de l'enveloppe. La lettre de grand-mère, encore non lue. J'avais eu trop peur de l'ouvrir hier soir, trop désespéré de croire que ce dîner pourrait être ce que mes parents prétendaient. Cet espoir était désormais réduit en cendres. Quoi qu'il y ait dans cette lettre, grand-mère avait voulu que je l'aie. Elle savait quelque chose sur ma mère, sur cette famille, sur ce qu'il tenterait de faire une fois qu'elle serait partie. J'ai levé les yeux vers cette salle pleine de gens qui voulaient me voir disparaître en silence. Vers ma mère, qui avait orchestré cette exécution publique. Vers mon père, qui ne pouvait pas croiser mon regard. Puis j'ai regardé la femme dans le coin. Elle observait toujours. Elle attendait. Sa main était posée sur ce sac trop plein. Je n'étais pas seul. Je ne savais pas encore comment ni pourquoi, mais je n'étais pas seul. Quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Pas du calme, exactement. De la résolution. En fait, ai-je dit, la voix plus assurée que je ne l'espérais, j'ai quelque chose à dire. Le sourire de ma mère a vacillé. Quoi? Donnez-moi le micro. Ma mère a ri. Un rire court, tranchant, dédaigneux. Le micro? Ingrid, ce n'est pas un spectacle. Alors pourquoi y a-t-il un micro installé? J'ai désigné le pied de micro près du siège de mon père. Vous avez prévu chaque détail, la disposition des tables, les témoins, l'avocat dans son coin avec son seau. Vous vouliez un public, alors laissez-moi lui parler. Un murmure a parcouru la salle. L'oncle George a bougé, mal à l'aise. La cousine Linda a échangé un regard avec son mari. Les yeux de ma mère se sont plissés. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit. Très bien, dit-elle, sa voix redevenant mielleuse. Mais d'abord, assurons-nous que tout le monde ici comprenne exactement à qui ils ont affaire. Elle s'est redressée, s'adressant à la salle comme un procureur lors d'un réquisitoire final. Ma fille a eu toutes les chances. Nous lui avons proposé de payer ses études de médecine. Elle a refusé. Nous lui avons offert un poste au cabinet familial.
Elle a préféré jouer avec de la boue à la place. Quelqu'un a ricané. Je ne savais pas qui. Sa première exposition en galerie, la voix de ma mère dégoulinait de pitié. 3 personnes sont venues. 3. L'une d'elles était un sans-abri qui cherchait du vin gratuit. Le sang m'est monté au visage. Cette exposition datait d'il y a 8 ans. J'avais pleuré pendant une semaine entière après, et elle s'en souvenait. Elle avait transformé mon moment le plus difficile en arme pour l'utiliser contre moi maintenant. Et quand elle a eu 23 ans, a continué ma mère, la voix montant en intensité, désespérée et fauchée, savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est venue vers nous en nous suppliant de lui donner de l'argent. Elle s'est tournée vers moi, le triomphe dans les yeux. Elle a toujours été la faible. Émotionnelle, instable. Est-ce vraiment la personne que vous voulez voir s'accrocher à l'héritage de ma mère? Mes yeux me brûlaient. Mais je ne pleurais pas. Pas ici. Pas pour elle. Tu as fini, ai-je demandé doucement. Ma mère a souri. Ma chérie, je ne fais que commencer. Elle n'en avait aucune idée. Moi aussi. C'est alors que Meredith s'est levée. Ma petite sœur, l'enfant prodige, celle qui recevait tout ce qui m'était refusé, les éloges, le soutien, la certitude qu'elle pouvait accomplir de grandes choses. Elle a posé une main sur son cœur, affichant une expression d'une tristesse exquise. J'ai essayé, vous savez. J'ai vraiment essayé avec elle. La salle s'est tournée pour admirer sa performance. Je suis allé à son studio la semaine dernière. La voix de Meredith tremblait magnifiquement. J'ai demandé si nous pouvions parler de la maison de grand-mère, trouver un compromis, et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle a fait une pause. Le timing était parfait, elle l'avait appris de notre mère. Elle a dit que la maison de grand-mère comptait plus pour elle que sa propre famille. Des exclamations étouffées ont résonné. Quelqu'un a fait claquer sa langue en signe de désapprobation. Ce n'est pas ce que j'ai dit, suis-je intervenu. C'est ce que tu voulais dire. Les yeux de Meredith ont croisé les miens. Froid, triomphant. Tu as toujours accordé plus d'importance aux choses qu'aux gens. C'est pour ça que tu es seul. J'ai fixé ma petite sœur, que j'avais protégée des brutes à l'école, pour qui j'avais menti quand elle faisait le mur à 16 ans, et que je croyais simplement prise au piège dans le dysfonctionnement de nos parents. Elle n'était pas prise au piège. Elle en faisait partie. Elle avait probablement aidé à planifier tout ceci. Vous voyez, a dit ma mère en écartant les bras, nous n'avons pas le choix. C'est une intervention pour son propre bien. Pour le bien de tout, a ajouté mon père. Pour le bien de tout le monde, a conclu Meredith. Tous les 3 se tenaient ensemble en bout de table. Un front uni. Une famille sans moi. L'oncle George s'est penché en avant. Tu devrais peut-être simplement signer, Ingrid. Ne rends pas les choses plus difficiles. La cousine Linda a hoché la tête. Pense à la réputation de tes parents. Les murs se refermaient. La pièce rétrécissait. Et puis mon père a ramassé le stylo et me l'a tendu. Dernière chance. Le stylo flottait entre nous. Encre noire, corps argentés. Une si petite chose pour porter un tel poids. Signe, a dit ma mère. Ou franchis cette porte et ne nous adresse plus jamais la parole. 53 personnes ont retenu leur souffle. On entendait le léger tintement de la glace dans les verres d'eau, le ronronnement lointain des cuisines, le tic-tac de la montre de quelqu'un. J'ai regardé le papier, le jargon juridique se brouillait. Mes gens comprenaient assez. Ma signature leur donnerait la maison. La maison de grand-mère. Le seul endroit où je m'étais jamais senti moi-même. J'ai regardé mes parents. Pas d'amour dans leurs yeux, pas de regret, juste de l'impatience. Ils voulaient que ce soit fini. J'ai regardé Meredith. Elle se mordait la lèvre, essayant d'avoir l'air triste. Mais je connaissais ce regard, c'était son regard de « j'attends ma victoire ». Et puis, j'ai regardé la femme dans le coin. Elle m'a fait un infime signe de tête. Sa main a bougé vers son sac. Quelque chose a basculé dans ma poitrine. Pas de l'espoir, exactement, mais quelque chose de plus dur, de plus clair. J'ai pensé qu'une vraie famille ne ferait pas ça. J'ai pensé que grand-mère n'aurait jamais voulu cela. J'ai passé 30 ans à essayer de mériter leur amour. Et si j'arrêtais?
Ma main s'est refermée sur le stylo. J'ai senti son poids. Ma mère a souri. Puis je l'ai reposé. Non. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau calme. Qu'est-ce que tu as dit, a chuchoté ma mère. J'ai dit non. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Je ne signerai pas, mais je vais dire quelque chose. J'ai attrapé le micro, mon père a bondi pour m'arrêter, mais j'ai été plus rapide. Vous vouliez un public, ai-je dit dans le micro, ma voix résonnant dans toute la salle. Alors laissez-moi leur donner un spectacle. Et j'ai enfin compris ce que grand-mère voulait dire. J'avais tout ce qu'il me fallait. Le micro paraissait solide dans ma main, réel, ancrant. Le visage de ma mère était devenu livide. Mon père était à moitié debout, hésitant entre me charger ou prétendre que tout cela faisait partie du plan. Je ne leur ai pas laissé le temps de choisir. Merci à tous d'être venus ce soir. Ma voix était assurée, plus calme que je ne l'étais intérieurement. J'ai quelque chose que j'aimerais partager. Ingrid, a commencé ma mère. Tu as eu ton tour. J'ai croisé son regard. Maintenant, c'est le mien. L'ambiance dans la salle a basculé. J'ai senti l'attention se tourner vers moi, non plus comme une accusée, mais comme quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il y a 6 mois, ma grand-mère, Rosemary Harmon, est décédée. La plupart d'entre vous la connaissaient. Elle était gentille. Elle était généreuse. Elle était la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais fait sentir que je comptais. Quelques personnes ont hoché la tête. Grand-mère avait été aimée. Elle m'a laissé sa maison de plage. Pas parce que je l'ai demandé, pas parce que je l'ai manipulé, mais parce qu'elle voulait que je l'aie. Parce que, ma voix s'est brisée, je l'ai raffermie. Parce qu'elle savait ce qui arriverait une fois qu'elle serait partie. J'ai fouillé dans mon sac. Avant de mourir, elle m'a laissé une lettre. J'avais trop peur de la lire avant hier soir. J'ai sorti l'enveloppe. Mais je pense qu'il est temps que vous entendiez tout ce qu'elle avait à dire. Le visage de ma mère est passé du blanc au gris. Ingrid, ne fais pas ça, dit-elle, pas sur le ton d'un ordre cette fois, presque comme une supplication. Mais j'avais fini de l'écouter. Ma très chère Ingrid, ai-je commencé à lire. Si tu lis ceci lors d'une réunion de famille, les choses se sont passées exactement comme je le craignais. La salle est devenue absolument silencieuse, et la femme dans le coin s'est levée. J'ai continué la lecture, les mots de ma grand-mère remplissant la pièce muette. Victoria a toujours vu les gens comme des outils à utiliser. Elle a essayé de me prendre cette maison une fois, il y a 10 ans. Elle a tenté de me convaincre que j'étais trop vieille pour gérer mes propres affaires. Quand j'ai refusé, elle a cessé de venir me voir. J'ai entendu quelqu'un étouffer un cri. La femme de l'oncle George, je crois. Je savais qu'elle essaierait à nouveau avec toi, ma chérie. Elle utilisera la culpabilité. Elle utilisera la famille. Elle te fera sentir petite et égoïste de vouloir ce qui te revient de droit. J'ai regardé ma mère. Ses mains agrippaient le bord de la table si fort que ses articulations étaient blanches. Mais tu n'es pas petite. Tu n'es pas égoïste. Et cette maison n'est pas seulement un bien. C'est la preuve que quelqu'un dans cette famille t'a aimé sans condition. Ma voix a tremblé. Je l'ai stabilisée. Je t'ai laissé autre chose aussi. Quelque chose que ta mère ignore. Si tu lis ceci devant des témoins, et connaissant Victoria, c'est probablement le cas, cherche ta tante Patricia. Mon autre fille, celle que Victoria a effacée il y a 20 ans. La salle a éclaté en murmures. Une autre fille? Victoria a une sœur? Je ne le savais pas. Patricia attendait, ai-je continué de lire. Elle a les preuves de tout ce que Victoria a fait. Pas seulement à toi, mais à moi, à elle, et à quiconque s'est mis en travers de son chemin. J'ai baissé la lettre et j'ai regardé la femme dans le coin. Elle était debout maintenant, un sourire triste sur le visage. Ma mère était restée totalement figée, comme un cerf dans les phares d'une voiture. « Bonjour, Victoria », a dit la femme, sa voix portant à travers la pièce. « Ça fait 20 ans. Est-ce que je t'ai manqué ?» La bouche de ma mère s'est ouverte. Aucun son n'est sorti. J'avais une tante. Et elle attendait ce moment depuis 2 décennies. Patricia s'est avancée vers la table, et la foule s'est écartée pour elle comme devant l'eau.
Elle bougeait avec le calme de quelqu'un qui avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Maman m'a invité, a-t-elle dit en s'adressant à la salle. Avant de mourir, elle a dit, quand Victoria passera à l'action, sois là pour un grade. Tu n'as aucun droit d'être ici. La voix de ma mère était devenue stridente et craquante. Tu as été banni. Tu ne fais pas partie de cette famille. J'ai été banni parce que j'ai menacé de dire la vérité. Patricia s'est arrêtée au bord de la table, directement en face de Victoria. Il y a 20 ans, j'ai découvert ce que tu faisais avec les comptes de maman, détourner de l'argent, falsifier sa signature, l'isoler de quiconque pourrait le remarquer. Les chuchotements sont devenus plus forts. L'oncle Georges s'est levé à moitié, puis s'est rassis. Mensonge, a sifflé ma mère. Elle a toujours été jalouse, instable. C'est ce que tu as dit à tout le monde. Patricia a hoché lentement la tête. Que j'étais folle, délirante, que maman ne pouvait pas me faire confiance. Elle s'est tournée vers la salle. Mais maman ne t'a jamais cru. Elle n'avait simplement plus la force de te combattre. Patricia. La voix de mon père a tranché. C'est inapproprié. Quels que soient les griefs que vous avez. Les griefs? Patricia a ri doucement. Richard, est-ce que tu sais seulement ce que ta femme a fait? Ou étais-tu trop occupé à prétendre ne rien remarquer? Mon père a serré la mâchoire. Il a détourné le regard. Je ne suis pas venu ici pour ressasser l'histoire ancienne, a dit Patricia. Je suis venu parce que maman me l'a demandé. Parce qu'elle savait que Victoria ferait à Ingrid exactement ce qu'elle m'a fait, ce qu'elle a essayé de lui faire. Elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone. Et parce que, a-t-elle ajouté calmement, j'ai des preuves. Patricia a brandi son téléphone comme une pièce à conviction dans un tribunal. Avant que maman ne s'éteigne, elle m'a confié une dernière tâche. Sa voix était ferme, résonnant dans la salle silencieuse. Elle savait que Victoria finirait par s'en prendre à Ingrid. Elle ne savait juste pas quand. Le visage de ma mère était devenu gris. Patricia, quoi que tu penses avoir. 3 mois avant de mourir, maman a installé un enregistreur vocal dans son salon. Les yeux de Patricia ne quittaient pas ceux de Victoria. Elle m'a dit où le trouver. Elle m'a dit d'attendre que Victoria abatte ses cartes. Elle a appuyé sur lecture. La première voix était celle de ma mère, parfaitement claire, on fera ça à son dîner d'anniversaire. Un maximum de témoins, un maximum de pression. Puis la voix de mon père, et si elle refuse de signer? Ma mère à nouveau, confiante, cruelle, elle ne refusera pas. Elle a toujours été la faible. Ce sera facile. Une humiliation publique et elle craquera, comme d'habitude. Puis Meredith, et si elle fait une scène? Laisse-la faire, ma mère a ri. 53 témoins en train de la voir s'effondrer. Ça ne fera qu'aider notre dossier. On pourra dire qu'elle est instable, et contester le testament sur cette base. Patricia a mis l'enregistrement en pause. La pièce était pétrifiée. J'ai entendu quelqu'un inspirer brusquement. L'oncle Georges avait la main sur la bouche. Il y en a plus, a dit Patricia calmement. 20 minutes comme ça. Chaque détail du plan de ce soir, y compris la façon dont vous alliez les utiliser tous, elle a désigné les parents assemblés, comme des accessoires dans votre petit théâtre. Cet enregistrement a été obtenu sans consentement, a sifflé ma mère, se raccrochant aux branches. Loi du consentement à une seule partie, a répondu calmement Patricia. Maman était chez elle. C'est recevable partout. Le silence s'est étiré. Puis l'oncle Georges a parlé, d'une voix lourde, Victoria, qu'est-ce que tu as fait? Ma mère n'avait pas de réponse. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez peut-être, pourquoi Patricia a-t-elle aidé? Pourquoi attendre 20 ans? La réponse est simple, parfois, les gens qui nous sauvent sont ceux qui ont parcouru le même chemin avant nous. Patricia savait ce que l'on ressentait à être effacé par ma mère. Elle n'allait pas laisser cela se reproduire. Avez-vous déjà eu quelqu'un comme ça dans votre vie? Tapez « oui » dans les commentaires si c'est le cas. Et si vous voulez voir comment ma mère a réagi en étant démasquée, restez avec moi. Le meilleur arrive. La salle était encore sous le choc quand j'ai repris le micro. Pas pour attaquer, pas pour jubiler, juste pour être clair. Maman, papa.
Je les ai regardés directement. Vous vouliez me renier ce soir? Considérez que c'est fait. Ma mère a ouvert la bouche pour m'interrompre. Mais pas selon vos termes, j'ai continué. Selon les miens. Je me suis tourné vers la salle, vers les 53 témoins que mes parents avaient si soigneusement rassemblés. Je ne signerai pas ce papier. Ni ce soir, ni jamais. Ma voix était ferme maintenant, plus ferme que je ne l'avais jamais entendue. La maison de plage m'a été laissée par ma grand-mère, légalement et de plein droit. Son testament était clair. Ses intentions étaient documentées. J'ai regardé directement Monsieur Thornton, l'avocat qui serrait encore son sceau de notaire inutile dans son coin. Et pour information, le testament de grand-mère inclut une clause de protection. Tout document signé sous la contrainte ou la coercition est automatiquement nul. J'ai fait un geste vers l'assemblée. Vos 53 témoins, ils viennent de vous voir tenter de me contraindre, devant une caméra. J'ai pointé du doigt le dôme de sécurité du Sterling au plafond, un restaurant avec surveillance vidéo. Le visage de Monsieur Thornton est devenu livide. Il a discrètement glissé le sceau de notaire dans sa mallette. Cette clause stipule également que tout membre de la famille qui tente de contester le testament par manipulation perd ses propres droits à l'héritage de la succession. J'ai laissé les mots s'installer. J'ai vu la mâchoire de ma mère se serrer. J'ai vu mon père perdre ses couleurs. Alors, je t'en prie, maman, conteste-le. Vois ce qu'il te restera quand tu auras fini. Silence. Un silence absolu. Et une dernière chose. J'ai posé le micro avec un bruit sourd. Je n'ai pas apporté la honte sur cette famille. J'ai apporté un désagrément. Il y a une différence. J'ai choisi de vivre ma vie au lieu de jouer un rôle dans la vôtre. Ce n'est pas un crime. Ça s'appelle grandir. J'ai regardé mon père. Il ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai regardé Meredith. Elle pleurait maintenant, même si je ne pouvais dire si c'était de honte ou d'apitoiement sur elle-même. Je m'en vais, j'ai dit. Quiconque veut se joindre à moi est le bienvenu. Je me suis tourné vers la porte et je n'ai pas regardé en arrière. J'étais à 3 pas de la sortie quand ma mère a perdu le contrôle. C'est ridicule. Sa voix a claqué comme un fouet. Patricia a toujours été jalouse, c'est une menteuse. Elle n'a jamais été stable. Victoria. La voix de l'oncle George a tranché, lourde, déçue. Arrête. Ma mère s'est retournée vers lui. George, tu ne peux pas croire ça. Nous avons tous entendu l'enregistrement. Il s'est levé lentement, sa chaise raclant le marbre. Nous vous avons entendu planifier ça. Planifier d'humilier votre propre fille pour de l'argent, pour la clinique de Meredith, pour la famille, pour vous-même. La tante Linda s'est levée aux côtés de son mari. Ça a toujours été pour toi-même, Victoria. Nous ne voulions juste pas le voir. Le barrage a cédé. Les voix ont éclaté tout autour de la table. Je n'arrive pas à croire qu'on soit venu pour ça. Pendant 20 ans, tu as dit que Patricia était folle. Pauvre Rosemary. Elle devait savoir depuis le début. Ma mère tournait sur elle-même, essayant de répondre à chaque accusation, à chaque abandon, mais il continuait d'affluer. Mon père est resté figé sur son siège, fixant la nappe comme si elle détenait les réponses à tout ce qui avait mal tourné. Il ne l'a pas défendu. Il ne s'est pas défendu lui-même. Il est juste resté assis. Meredith avait la tête entre les mains, son mascara coulant sur ses joues. Ça ne devait pas se passer comme ça, je l'ai entendu murmurer. Ce n'était pas le plan. Le plan a échoué, a dit la voix de Patricia, douce, presque compatissante. C'est ce qui arrive quand ils sont bâtis sur la cruauté. Les gens se levaient maintenant, ramassant leurs manteaux, se dirigeant vers la porte. Où allez-vous, a exigé ma mère. Nous n'avons pas fini. Mais ils en avaient fini avec elle. Devant cela, sa voix est devenue désespérée. Ingrid, attends. On peut en parler. Je me suis arrêté à la porte. Non, maman, ai-je dit calmement. On ne peut vraiment pas. Et je suis sorti. L'air de la nuit a frappé mon visage comme une bénédiction. Frais, propre, libre. Je me tenais sur le trottoir devant le Sterling, le cœur battant, les mains encore tremblantes. Mais je souriais. Je n'y pouvais rien.
Je souriais vraiment. Ingrid, attends. Je me suis retourné. 3 silhouettes sortaient en hâte du restaurant. Des visages jeunes, inquiets. Emma, Tyler et Lily, mes cousins plus jeunes. Emma m'a rejointe la première, un peu essoufflée. On peut venir avec toi. J'ai cligné des yeux. Quoi? On ne veut pas rester là-dedans. Tyler a désigné le restaurant du pouce. C'était dingue. Ce qu'ils ont essayé de te faire. Lily a hoché la tête vigoureusement. Elle n'avait que 19 ans, la plus jeune des trois. Ma mère disait toujours que je devrais être plus comme Meredith, mais je pense, elle a hésité, puis a redressé les épaules. Je pense que je préférerais être comme toi. Quelque chose s'est fendu dans ma poitrine. Pas de la douleur, cette fois. Quelque chose de plus chaud. Vous êtes sûr, j'ai demandé. Vos parents peuvent faire leur propre choix, a dit fermement Emma. Tout comme nous pouvons faire les nôtres. Derrière eux, je voyais d'autres personnes sortir en flux continu du Sterling. Certains montaient rapidement en voiture, tête basse, voulant échapper aux retombées. D'autres se tenaient en grappe, parlant à voix basse et pressée. Et à travers les portes vitrées, je voyais encore ma mère. Elle se tenait seule maintenant, les bras croisés sur elle-même, regardant tout le monde partir. Vous le regretterez. Sa voix a franchi la porte, étouffée mais audible. Tous autant que vous êtes. Personne ne s'est retourné. Venez, ai-je dit à mes cousins. Il y a un petit restaurant à 2 pâtés de maison. Je ne dirai pas non à un café et une part de tarte, a ajouté Tyler. Surtout la tarte. Nous nous sommes éloignés ensemble, tous les 4, un nouveau genre de famille. Derrière nous, la porte du Sterling s'est refermée. Ce soir-là, après le restaurant, après avoir dit au revoir à mes cousins, je suis rentré seul. Mon appartement semblait différent, plus petit d'une certaine manière, mais aussi plus sûr. Je me suis assise sur mon lit dans le noir, portant encore la robe bleu sarcelle, et je me suis autorisé à ressentir tout ce que j'avais retenu. J'ai pleuré, pas de ces beaux pleurs, mais des pleurs désordonnés, laids, lourds, le genre qui vient après avoir retenu son souffle pendant des années et enfin lâché prise. Mon téléphone vibrait sans cesse. Des SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux que je n'avais pas le courage de consulter. J'imaginais ma mère laissant des messages de plus en plus frénétiques, alternant entre la rage et une fausse douceur. J'ai éteint le téléphone. Dans le silence, j'ai pensé à ce que j'avais perdu cette nuit-là. Mes parents, ma sœur, le fantasme que si je faisais assez d'efforts, ils m'aimeraient. Mais ce fantasme me faisait souffrir depuis 30 ans. Il était temps de le laisser mourir. J'ai repensé au visage de mon père au moment de l'enregistrement. Pas de choc, pas d'horreur, juste de la résignation. Il savait. Il avait toujours su de quoi ma mère était capable. Il avait juste choisi de détourner les yeux. J'ai pensé à Meredith pleurant dans ses mains. Pas pour moi, pour elle-même, pour l'argent qu'elle n'allait pas obtenir, pour le sauvetage qui ne viendrait pas. Il ne m'avait jamais vu comme une fille ou une sœur. J'étais une ressource, un problème, une pièce sur leur échiquier, exactement comme grand-mère l'avait dit. Mais plus maintenant. J'ai ramassé la lettre de grand-mère là où je l'avais posée sur ma table de nuit. J'ai relu les dernières lignes. Ne pleure pas la famille que tu méritais, ma chérie. Construis celle que tu choisis. J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai serrée contre ma poitrine. D'accord, grand-mère, je le ferai. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. Emma m'a appelé une semaine plus tard pour me donner des nouvelles, sa voix pétillante d'une joie vengeresse. L'oncle George et la tante Linda ont retiré leur investissement de la clinique de Meredith, a-t-elle rapporté. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus faire confiance au jugement financier de la famille après ce dont ils ont été témoins. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise de studio. C'est important. Ça devient encore meilleur. Emma était presque euphorique. 3 des amis de maman à l'église ont cessé de lui parler. La rumeur de l'intervention d'anniversaire s'est propagée. Les gens appellent ça comme ça maintenant, comme si c'était un scandale. C'était un scandale. Ma mère avait construit toute son identité sur le fait d'être la matriarche parfaite, respectable, admirée, en contrôle. Maintenant, tout le monde connaissait la vérité. Et ton père, ai-je demandé prudemment.
Il a quitté le club de golf. La voix d'Emma s'est adoucie. Il a dit à quelqu'un qu'il prenait du temps pour réfléchir. Je pense que c'est un code pour dire qu'il a trop honte pour montrer son visage. Une semaine après cela, Meredith m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Tu as tout gâché. Sa voix était brute, brisée. Ma clinique va peut-être devoir fermer maintenant. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas mon fardeau à porter, Meredith. Ça ne l'a jamais été. C'est un fardeau familial. Non, c'était un fardeau propre à Meredith, que tu as essayé de transformer en le mien. Il y a une différence. Silence à l'autre bout du fil. Puis, je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. Je ne vous ai rien fait. J'ai gardé ma voix calme. J'ai simplement refusé de vous laisser me le faire à moi. Elle a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de moi dans mon studio, mes tours de potier, mes pièces à moitié finies, la vie que j'avais construite malgré tout ce qu'ils avaient dit de moi. La vie que j'étais enfin libre de vivre. Patricia et moi nous sommes rencontrés pour un café un mardi pluvieux. Elle paraissait différente à la lumière du jour, plus douce, moins comme une arme secrète, et plus comme ce qu'elle était, une femme qui avait passé 20 ans à porter une lourde vérité. Je te dois une explication, dit-elle en entourant sa tasse de ses mains. Sur ce qui s'est passé, pourquoi j'ai disparu. J'aimerais beaucoup. Elle a pris une profonde inspiration. Il y a 20 ans, j'ai trouvé des reçus, des relevés bancaires. Ta mère détournait de l'argent des comptes de maman depuis des années. De petites sommes au début, puis des plus grosses. Quand je l'ai confrontée, Patricia a marqué une pause. Elle n'a pas nié. Elle a juste souri et a dit, « Qui va te croire ?» J'ai eu la nausée. Et personne ne l'a fait. Personne ne le voulait. Victoria était celle qui réussissait, la doctoresse, l'enfant prodige. Patricia a ri amèrement. Ça te rappelle quelque chose? Meredith. L'histoire se répète. Elle a hoché la tête. Quand j'ai menacé d'aller à la police, Victoria a dit à tout le monde que je faisais une dépression. Des délires paranoïaques. Elle a même poussé un ami de la famille, psychiatre, à suggérer que j'avais besoin de repos. Le temps que je puisse me défendre, j'étais déjà la sœur folle. Mais grand-mère savait. Grand-mère a toujours su. Les yeux de Patricia brillaient. Elle n'avait juste plus la force de combattre Victoria. Alors, elle a planifié. Elle a attendu. Elle a tout organisé pour que, le jour où Victoria s'en prendrait enfin à toi, je sois là. 20 ans d'attente, ai-je murmuré. C'est long. C'était long. Patricia a tendu le bras par-dessus la table et a serré ma main. Mais tu en valais la peine. Maman le pensait. Et maintenant je sais pourquoi. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, la pluie glissant sur les vitres. Ta mère ne te déteste pas, Ingrid, a fini par dire Patricia. Elle te craint, parce que tu es la seule chose qu'elle n'a pas pu contrôler. J'ai laissé cette vérité s'infuser en moi. Un mois plus tard, je me tenais sur le pont de la maison de plage de grand-mère, regardant le soleil se coucher sur l'eau. La maison était exactement telle qu'elle l'avait laissée. Des rideaux à fleurs délavés, des poteries dépareillées sur chaque étagère, certaines à elle, d'autres à moi, toutes faites avec amour. L'odeur de l'air salin, du vieux bois, et quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait sa présence. J'étais revenu ici 3 fois depuis le dîner. Chaque fois, cela faisait un peu moins mal. Cette fois, j'avais presque l'impression de rentrer chez moi. J'avais commencé à donner des cours de poterie le week-end. Rien de sophistiqué, juste une table pliante sur le pont, un tour portable, et quiconque voulait apprendre. Emma est venue au premier, Lily au second. Tyler s'est présenté la semaine dernière, l'air penaud, affirmant qu'il était juste curieux. Patricia venait tous les dimanches pour dîner. Nous construisions quelque chose qu'aucune de nous n'avait prévu. Une famille. Petite, imparfaite, choisie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma, Lily veut savoir si tu fais un cours demain. Elle amène une amie. J'ai souri et j'ai répondu, il y a toujours de la place pour plus. Je me suis appuyé contre la rambarde du pont et j'ai pensé à grand-mère. À elle, se tenant exactement à cet endroit, regardant le même océan, faisant chaque jour le même choix de s'accrocher à ce qui comptait.
Elle m'avait donné plus qu'une maison. Elle m'avait donné la preuve que l'amour ne devait pas se gagner par l'obéissance, que l'appartenance ne nécessitait pas de se perdre soi-même. Merci, j'ai chuchoté au vent. Les vagues se brisaient en bas, régulières et éternelles. Quelque part là-bas, mes parents continuaient sans doute de tisser leurs histoires, de réécrire l'histoire, de prétendre qu'ils étaient les victimes. Mais je ne les écoutais plus. J'avais de la poterie à faire, des élèves à instruire, une vie à vivre, et pour la première fois en 30 ans, j'étais exactement là où je devais être. L'appel est arrivé un jeudi matin. J'étais en train de fignoler un vase quand mon téléphone a illuminé un nom que j'avais déjà bloqué 2 fois. Maman. J'ai hésité. Puis, pour des raisons que je ne comprends toujours pas tout à fait, j'ai répondu. Ingrid. Sa voix était différente. Plus calme, mais toujours tranchante en dessous. Ton père est en train de reconsidérer son testament. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Juste le chantage, direct. Je vois. Si tu présentes des excuses publiques et que tu signes l'acte de cession de la maison de plage, nous pourrions reconsidérer ta place dans la famille. J'ai posé mon outil de finition. J'ai regardé par la fenêtre vers l'océan. Maman, ai-je dit lentement. Je vais dire ça une seule fois. J'écoute. Je n'ai pas besoin de votre testament. J'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de votre approbation, j'ai appris à vivre sans. Et je n'ai pas besoin d'une place dans une famille qui traite l'amour comme une transaction. Silence à l'autre bout. Tu le regretteras, finit-elle par dire. Quand tu seras vieille et seule. Je ne suis pas seule. J'ai pensé à Patricia, Emma, Tyler, Lily, aux élèves qui venaient chaque week-end pour apprendre. J'ai une famille. Une vraie famille. Ils ne partagent simplement pas votre nom. Je l'entendais respirer, une respiration saccadée, furieuse. Mais maman, j'ai marqué une pause, surprise par ce que j'allais dire. Si jamais tu veux une vraie relation, pas du contrôle, pas de l'obéissance, juste de l'honnêteté, ma porte est ouverte. Ce sont mes conditions. Le silence s'est étiré. Au revoir, Ingrid. Clic. J'ai fixé mon téléphone un long moment. Puis je l'ai posé, j'ai repris mon outil et je suis retourné à mon vase. Elle n'a plus jamais rappelé. J'ai laissé ma porte ouverte malgré tout, non pas parce que je m'attendais à ce qu'elle la franchisse, mais parce que je refusais de devenir comme elle. Certaines limites sont des murs, d'autres sont des invitations. J'ai choisi la seconde option. Voilà donc mon histoire. Pour mon 30e anniversaire, mes parents ont essayé de me renier publiquement devant 53 proches. Ils pensaient que la honte me rendrait petite. Ils pensaient que la pression me briserait. Ils se trompaient. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre famille dans la mienne, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous savez ce que l'on ressent. Ce doute constant, cette soif d'une approbation qui ne vient jamais. Cette façon dont vous vous contorsionnez pour prendre de moins en moins de place, en espérant que cette fois, cette version de vous-même suffira enfin. Cela ne suffira jamais, parce que le problème n'a jamais été vous. Je veux que vous sachiez une chose, vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de choisir qui mérite une place dans votre vie et qui ne la mérite pas. Le sang ne vaut pas la famille. L'histoire partagée ne vaut pas l'amour. Et rester silencieux pendant que les gens vous blessent n'est pas de la loyauté. C'est de l'autodestruction. Mes 30 ans devaient être mon moment le plus sombre. Au lieu de cela, ils sont devenus mon tournant. La nuit où j'ai cessé de demander la permission d'exister. La nuit où j'ai appris que les gens qui essaient le plus fort de vous rabaisser sont généralement ceux qui ont le plus peur de ce que vous allez devenir. 3 semaines plus tard, je me tiens dans la maison de ma grand-mère, bâtissant une vie dont elle aurait été fière, enseigner, créer, apprendre à occuper l'espace sans m'en excuser. Ce n'est pas facile. Certains jours, ça fait encore mal. Mais je n'échangerai pas cette douleur contre l'ancien engourdissement, pour rien au monde. Ils voulaient me rendre petite. Au lieu de cela, ils m'ont montré exactement à quel point je devais devenir grande. Et cela, je pense, est la meilleure des vengeances, une belle vie vécue selon ses propres termes. Merci d'avoir été là avec moi. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, tapez « limite » dans les commentaires,
car c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise. Et si vous voulez entendre d'autres histoires sur le fait de s'affirmer, abonnez-vous et activez les notifications pour n'en manquer aucune. Consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous méritez des gens qui vous aiment sans condition. Prenez soin de vous.